Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est Excellent et c'est votre émission du dimanche soir sur les ondes de Sud Radio. Ici, les créateurs qui incarnent l'excellence française, quel que soit leur métier, viennent nous raconter la force de leur passion. J'ai le plaisir d'accueillir pour vous une femme iconique et libre, dont le visage a marqué la télévision française, il va sans dire. Et elle nous dit tout cela dans son dernier livre d'ailleurs. J'ai nommé Mireille Dumas qui vient se raconter ce soir et nous parler donc de ce dernier livre, Rencontres inoubliables, sorti aux éditions du Cherche Midi. Va-t-elle nous donner quelques clés de son succès quarantenaire sur Sud Radio ce soir ? Eh ben, on l'espère bien. Le lien est pratiquement déjà créé entre nos deux invités. L'une est cette icône qui met en valeur les personnalités à travers leur chemin et leur implication, et l'autre s'est créée par elle-même et la force de sa volonté, un nouveau chemin qui lui va bien d'ailleurs. Vous allez pouvoir le découvrir en deuxième partie de cette émission. Ne ratez pas l'infirmière des urgences devenue comique et comédienne, Caroline Estremo, qui va nous parler de son excellent destin et de son spectacle en cours à l'Européen, Infirmière sa mère. C'est excellent, bienvenue chez vous. Bonsoir Mireille Dumas. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors Mireille Dumas, je dois le dire car c'est une vérité, vous m'avez personnellement beaucoup inspirée en tant qu'intervieweuse. Ce qui me touche le plus d'ailleurs. C'est vraiment clair. Ça sert à ça notre métier aussi. Vous avez ouvert des vocations, dont la mienne a priori. Tant mieux. Et alors la facilité presque déconcertante que vous avez à faire parler les gens, même les plus réfractaires, est très étonnante. Donc c'est vraiment un honneur, je tenais à le dire, de vous recevoir. Et vous fêtez cette année 40 ans de carrière à la télévision et vous avez été productive donc avec ce livre, Rencontres inoubliables, que je disais, qui est sorti au Cherche Midi. Et puis, un documentaire, Les années télé de Mireille Dumas, qui a été diffusé sur France 3. Vous avez donc été productive, je le disais. Est-ce que c'est vraiment pour marquer le coup ? C'était important de fêter, quoi. Ça se fête 40 ans. Hein. C'était amusant, surtout de me rendre compte que ça faisait 40 ans. C'est-à-dire qu'en même temps, c'était formidable. Et en même temps, j'ai eu un coup de blues. Oui. Parce qu'on se dit, c'est long déjà. Ouais. Et puis, c'est l'occasion. C'est passé vite. C'est passé très vite. Je me dis que j'ai honte de dire ça, mais encore plein de choses à faire. Pourquoi vous avez honte ? Non, parce que il y a des plus jeunes aussi. Chacun doit se faire sa place. Voilà, si je peux me exactement. permettre. Voilà. Non, mais voilà, la curiosité est toujours là. Et c'était une façon surtout de faire le point, moi-même, de me retourner. Et alors, vous êtes contente ? Je me dis que j'ai semé des petits cailloux. Clairement. Voilà. Vous voyez. On l'a dit. Je me dis, oui, parce qu'il faut répéter. Il y a des messages à faire passer. Il y a des choses à dire tous les 3-5 ans. Je me dis, surtout lorsque moi j'ai commencé à parler de la marginalité. Oui, bien sûr. Eh bien, il fallait répéter les messages tout le temps, pour que ça rentre dans l'inconscient collectif. Oui, voilà. Alors, ce livre, il raconte vos rencontres avec certaines des personnalités que vous avez interviewées. On peut y retrouver, par exemple, Aznavour, Yannick Noah, Carole Bouquet. On imagine que le choix a été difficile parmi tous ceux que vous avez interviewés. Comment vous avez choisi ceux que vous avez décidé de mettre en avant ? C'était très compliqué. Alors là, l'idée, justement, pour célébrer ces 40 ans, c'était déjà de célébrer, non pas moi, parce que ça aurait été quand même une prétention rare. Vous célébrer à travers vos œuvres. Non, mais c'était de célébrer les autres, les artistes qui m'ont fait confiance. Oui. Et pour ce livre, j'ai plutôt choisi les interviews qui étaient assez exclusives, des personnalités qu'on entendait très peu. Les plus difficiles aussi. Oui, et aussi celles qui sont le plus étonnantes. Parce que ce qui m'intéresse dans mon métier, moi, en tout cas d'intervieweuse ou de réalisatrice, peu importe, et là en écrivant, de journaliste, c'est surtout de porter un autre regard, de faire découvrir ces personnalités autrement. Bien sûr. Alors, la citation qui a introduit votre ouvrage, elle est de Marcel Proust, je vais la dire ici. Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de 100 autres, de voir les 100 univers que chacun d'eux voit. Alors, Mireille Dumas, c'est ça que vous faites, que vous avez toujours fait finalement, c'est tenter de voir avec les yeux des autres. Exactement. En tout cas, non. Tenter de voir. Oui, enfin, à travers les miens aussi, mais d'aller vers des autres différents. Voilà ce qui m'intéresse. Les yeux des autres à travers vos yeux à vous, c'est ça. Mais d'aller au-devant de toutes les différences. C'est ça la richesse. C'est cet autre qui est différent de moi. C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas de retrouver le même, la même. Voilà, c'est ça. Et vraiment, je pense que ça vient de l'enfance. C'est ce que j'écris dans l'avant-propos. Voilà. Moi, j'ai grandi dans un huis clos et en me disant... Vivement que je sois grande. Pardon. Pour aller au-devant. Deux intervieweuses en même temps. Pour aller au-devant des autres. C'était ça. Et je trouve qu'une vie, c'est long et c'est très court à la fois.
Quand Bien sûr, on a l'impression que c'est très long au début et après on trouve ça très court. Voilà. Et on se dit, mais j'ai tellement envie de savoir ce qu'est la vie aussi des autres. Non pas simplement par curiosité, mais pour l'échange de ce que ça dit. Par envie de richesse. Par envie de richesse, par envie, oui, bien sûr, de se partager cette intimité qui fait qu'on est tous des êtres humains qui allons vivre des choses douloureuses, des choses formidables, des choses drôles. Enfin, voilà ce qu'est la vie, quoi. Oui, bien sûr. Et alors, il y a 2 points notables de concordance. Le premier, vous l'avez cité avec ces personnalités dont vous parlez vous-même, justement. C'est la liberté face à l'enfermement, quelle que soit sa forme. Il y a Yannick Noah qui dit que ce sont ses larmes qui l'ont construit, finalement. Danny Boone, il a fui le Nord, qui l'a rendu célèbre ensuite. Aznavour est pétri par son envie de joie face au génocide arménien. Enfin, ça part d'une douleur, d'une blessure à chaque fois pour cela. Est-ce que c'est l'enfermement qui provoque la liberté, finalement, Mireille Dumas ? Je ne sais pas si c'est l'enfermement spécifiquement qui provoque la liberté. Moi, en tout cas, ça a été mon point de départ pour aller vers les autres. Mais en revanche, quand j'ai interviewé toutes ces personnalités et que j'ai rédigé ces entretiens, je me suis rendu compte à quel point l'enfance pouvait construire, déconstruire. Et surtout, j'ai envie de reprendre cette phrase justement de Yannick Noah qui disait que pour arriver à être champion numéro 1, il faut toujours, il dit, je crois, une petite brisure, une petite fêlure, quelque chose de cassé, parce que pour aller chercher cette force-là, pour se dépasser. Et ça, je pense qu'effectivement... on le retrouve chez tous ces gens-là, finalement. Voilà, et chez vous-même aussi, du coup. Oui, parce que c'est une forme de résilience. Dans le fond, il y a... Ça soigne, en fait. On se soigne comme ça. On se soigne comme ça, oui. Et souvent, on en parlera certainement avec Caroline, c'est que l'art, très souvent, vient aussi à la rescousse. Et c'est formidable, c'est une façon de se transcender et d'éviter éventuellement le banc de l'analyste. Oui, parce qu'on fait, justement, moi, on m'a souvent demandé, vous êtes allongé, vous êtes allé voir un psychanalyste, et souvent j'ai dit, mais non, parce que je n'aurais jamais pu interviewer de cette manière-là, et de moi, de mes propres douleurs, j'en ai fait quelque chose, je l'ai transformé. C'est ça la résilience. C'est qu'on transforme quelque chose de compliqué et on en fait quelque chose, de compliqué, de douloureux, et on essaie de le transformer pour en faire de la beauté ou aller vers les autres, ou soigner, ou être infirmière, ou aller sur scène et faire de l'humour. Quand on fait les deux, c'est pas mal aussi. Voilà, c'est pour ça que je... Et alors, le deuxième point de concordance entre tous ces gens-là et votre point aussi à vous, c'est les mères. Les mamans sont omniprésentes dans la transmission. Il y a la vôtre surtout, Anne Dumas, qui vous a élevé seule, qui était féministe avant l'heure et qui vous a insufflé finalement la force de vos engagements à venir. Cette mère qu'on retrouve aussi chez Aznavour, qu'on retrouve chez Noah, on l'a cité, chez pratiquement tout le monde. Danny Boone aussi, très important. Benoît Poelvoorde aussi, qui a pris une maison à côté de chez sa maman. Oui, bien sûr. Les mères piliers, c'est les repères, c'est ça. C'est les pères, oui. C'est-à-dire que ce sont les... Oui, bien sûr. On peut être un peu lacanienne, on a le droit. Mais en tout cas, on s'aperçoit que quand les pères sont absents, pour des raisons multiples, le mien est décédé alors que j'avais 3 ans et demi, d'autres parce qu'ils sont partis ou ils n'étaient pas là ou trop occupés à travailler, la maman était à la maison, on s'aperçoit que la mère est le rôle central. Quoi qu'il en soit, moi, je n'ai jamais manqué une occasion de lui rendre hommage parce que justement, elle a été, après la disparition de mon père, non seulement elle a été ma mère, elle est devenue mon père, elle était mon institutrice. Non, mon institutrice, c'est très, très important parce que moi, j'ouvrais une porte, elle était maman tu et j'ouvrais la porte, elle devenait maman vous. Maman, pardon, je vous dis des bêtises, madame vous. Mais oui, c'est toute une génération, nous qui avons... Mais ça vous a vachement aidé d'être structuré comme ça. Nos mères comme institutrices, on est plusieurs. Jusqu'à quel âge vous avez votre mère comme institutrice? Jusqu'à l'âge de 10 ans, jusqu'au moment où jusqu'à l'entrée au collège. Voilà, l'entrée au collège. Et donc une porte s'ouvrait, vous voyez, et on passait de la maman tu à madame vous. Et la seule fois où je me suis trompée, ça m'est arrivé une fois, mais ça a été l'enfer. J'ai cru mourir, j'avais honte, c'était la honte de mon enfance d'avoir dévoilé ce lien que tout le monde connaissait bien en plus. Mais voilà, c'était... Et finalement, ça m'a énormément structurée. Et pour finir, et sur la fin de sa vie, elle est devenue comme une fille, puisqu'elle était très proche. Ça a été votre mère, moi, c'est la femme de ma vie. C'est une très belle histoire d'amour avec ma mère, même si nous sommes 6. Elle est âgée, finalement. Elle avait 100 ans, c'est ça?
100 ans et un mois. Vous savez, le jour de ses 100 ans, c'était extraordinaire parce qu'elle disait, j'ai fait tout ça, j'ai 100 ans. Je dis, oui, maman, tu as un siècle, c'est extraordinaire. Vous me mettez des frissons. C'était très, très beau. Donc, les mamans, pour revenir, j'ai vu avec quelle émotion toutes ces personnalités, effectivement, parler de cette mère qui souvent structure. Moi, elle m'a donné une colonne vertébrale, en fait. Est-ce qu'elle vous a donné aussi envie d'aller vers les autres, du coup, et de vous ouvrir à cette autre richesse? Mais complètement. Ouais. C'est elle qui m'a donné cette et puis la force de votre engagement aussi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'elle était, franchement, elle a emboîté les combats avant l'heure. Enfin, en tout cas, à l'école, avec ses élèves, quoi. Tout à fait. Ouais. Avec nous, ses enfants, elle nous disait toujours que notre corps nous appartenait. Donc ça, c'était très, bien, très, bien en très, avance. Voilà. On savait qu'il y avait des barrières qu'on devait se protéger. Enfin voilà. Elle le disait aussi par rapport à l'avortement, puisque à l'époque, c'était encore un combat. C'était toujours dans certains pays. C'était un combat, et on parlait souvent, comme j'ai pu en parler dans le livre avec Guy Bedos, du droit de choisir sa mort, pour vous dire à quel point elle était en avance. Parce que ça, elle parlait déjà de ça il y a 40 ans. Mais bien sûr, on en parlait souvent ensemble il y a 40 ans. Et moi, dans les années 90, l'un de mes premiers ballets masques, une des premières émissions était sur le droit de choisir sa mort. En 92, en 1992. En 94. Et j'en parlais souvent avec Guy Bedos, qui adorait d'ailleurs. C'est ce que je raconte un peu dans le livre, parce que ce qui est intéressant, au-delà des entretiens, c'est de raconter dans les gens, et puis les liens qui nous lient. Moi, c'est devenu un ami, Guy Bedos. Donc, j'avais envie de raconter ça aussi, et peut-être les discussions qu'on pouvait avoir autour. C'est pas un sujet très gai, mais c'est un sujet fondamental. Très en tout cas, qui nous concerne tous. S'il y a bien quelque chose qui nous concerne, c'est la naissance et la mort. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Et on peut en parler de façon très gaie, sans que ce soit. Ça fait partie de la vie, la mort. Voilà. Et puis les temps ont changé. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps, et pas forcément de mieux en mieux. Donc il faut. Voilà. C'est pour ça que c'est un vrai débat. C'est toujours un vrai sujet, la fin de vie. Vous savez, c'est la fin de vie, et on peut avoir une fin de vie très jeune. Moi, j'ai été bouleversée par le témoignage de jeunes qui se savaient condamnés, vous voyez, qui à 20 ans savaient... Voilà, et ils disaient, on a envie de choisir le moment où, de ne pas forcément subir jusqu'au bout. Et c'est d'autant plus important d'en parler aujourd'hui que, justement, avec l'allongement de la vie, la médecine qui a fait des progrès, moi, en tout cas, si on me pose la question, je préfère choisir la qualité de la vie à la... Préférez qu'on vous débranche, quoi. À la longévité. Comme disait Guy Bedos, il me disait sauter en marche. On peut en rire aussi. Guy Bedos disait sauter en marche. Oui, je suis bien d'accord. D'ailleurs, ça ne lui est pas arrivé, le pauvre. Donc sauter en marche. Voilà. Merci Mireille Dumas pour ce joli partage. À mes côtés ce soir, l'iconique femme de télévision Mireille Dumas, qui sera rejointe dans peu de temps par une ancienne infirmière devenue comédienne et comique, Caroline Estremo. C'est excellent, et c'est toujours votre émission du dimanche soir sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent pour encore 3 bons quarts d'heure. Dans quelques instants, la comique à l'incroyable parcours, Caroline Estremo nous rejoindra, mais tout de suite, on continue avec l'excellente journaliste, réalisatrice, vous me faites perdre mes mots, et productrice Mireille Dumas. Alors Mireille Dumas, on l'a dit, votre force d'intervieweuse, c'est d'aller chercher l'intimité, d'aller chercher l'autre chez lui-même, carrément, vraiment une plongée au cœur de son intimité. J'ai décelé ça à l'émotion que vous provoquez chez eux finalement. Est-ce que ce qui nous touche chez les autres, c'est aussi ce qu'ils ont de nous? Comment est-ce que vous faites pour aller la chercher, cette émotion, justement? Qu'est-ce que c'est un bon intervieweur, Mireille Dumas? C'est une question difficile. Il y a 3 questions en une. Oui. Moi, je pense que déjà, c'est de créer une bulle, d'être... plus rien n'existe. C'est l'autre qui est important, c'est d'être déjà dans ce regard, mais surtout dans cette écoute. Et pas simplement dans l'écoute de ce qui va être dit, mais dans l'écoute aussi des mots, des hésitations, des silences, dans le regard. Moi, je sais que je suis très, très attentive à la gestuelle de celui qui est en face de moi. D'ailleurs, je vous ai dans les yeux. Elle nous analyse. Non, mais j'ai vu. Non, c'est pas ça. C'est que je vois ceux qui sont mal à l'aise, qui caressent la table, qui, voyez, et tout ça, ça me vient effectivement du documentaire, parce que quand je filmais, et quand je filme toujours, d'ailleurs, ceux qui
sont en face de moi, il y a l'œil de la caméra. Donc c'est un peu tout ça. Et pour finir, quand même quelque chose de très important, un conseil pour les jeunes journalistes. Oui. C'est surtout de ne pas avoir des questions toutes faites et de suivre leur conducteur. Ah oui, non, ça surtout pas. Voilà. C'est ce que vous faites très bien, c'est que voilà, on prépare ces questions quand même, et on laisse une part à l'impro et à l'autre, surtout à l'autre. C'est très important. Et vous savez que c'est dans ces petits chemins de traverse que moi je découvre des pépites. Ouais. C'est en me laissant, parce que parfois les personnes me surprennent tellement, ce n'est pas ce que j'attendais. Et du coup, on part complètement ailleurs. Et c'est là où c'est formidable. C'est beau, bien sûr. Alors, Mireille Dumas, je vais faire un petit rappel quand même ici pour nos auditeurs. Le Public National, il vous a découvert en 1992, je l'ai dit tout à l'heure, grâce à votre mythique émission Bal et Masques. Puis il y a eu le fameux Vie privée, vie publique, dont vous parlez d'ailleurs dans votre livre. Puisque le titre du livre, je le rappelle pour les auditeurs, c'est Rencontre inoubliable, vie privée, vie publique, qui est sorti au Cherche Midi. Ça a duré pendant 11 saisons, Vie privée, vie publique. Et vous y avez traité de sujets de société, toujours accompagné après d'un tête-à-tête avec d'incroyables invités. Puis depuis, vous avez fait un peu moins de télé. Vous vous êtes beaucoup consacré à la réalisation, à la production. Est-ce que ça permet une plus grande liberté finalement? Parce que vous avez aussi produit beaucoup Vie privée, vie publique, on le sait. Oui. Ça vous permet d'être plus libre dans vos choix, d'être productrice finalement? Ah oui, ça oui. Ça, mais moi j'avais choisi. C'est important, c'est un chemin dès le départ, c'est encore l'héritage de ma mère. Ouais. Vous voyez, merci maman. Merci maman quand on dit. Voilà, avoir les clés, vous voyez, ne pas dépendre des autres. Et c'est pour ça que très tôt j'ai effectivement créé ma propre société de production, mais en 1992. Dès le début. Voilà. Et ça permet surtout, vous voyez, de contrôler tout ce qui se passe jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui, après que vous ayez fait votre interview, fasse n'importe quoi, ou je ne sais pas, qui perd le sens, quoi. Ouais. Oui, moi j'ai ça vous est déjà arrivé, ça? Alors, vous savez que ça je ne vais rien dire. Ah non, ça m'est arrivé au tout début de ma carrière d'être une jeune journaliste. Je faisais des entretiens qui n'étaient pas forcément montés par moi, parce que voilà, c'était comme ça à l'époque. Et je peux vous dire qu'il m'est arrivé de pleurer devant la télévision. Donc ça, c'était dans les années 80, et j'ai dit plus jamais. Plus jamais. Donc dès que j'ai eu une émission, j'ai pris les rênes. Et sinon, la réalisation, c'est ma passion. J'étais donc réalisatrice de documents. En fait, je faisais des portraits. D'ailleurs, beaucoup, je faisais beaucoup de portraits ou aussi des sujets de société. J'ai toujours dit après l'antenne, donc depuis 2014, en fait, je réalise des documentaires et j'adore ça. Alors, je tiens à dire que pour ceux qui l'ont raté, il y a un documentaire qui est passé mercredi soir sur Françoise Hardy. Françoise Hardy, une icône sur France 3, je suppose, qui est regardable en replay. En replay sur le site de la chaîne. Votre manière de raconter, c'est toujours avec un humain au centre, que ce soit les personnalités que vous allez aborder ou quand vous produisez des documentaires un peu plus pointus. Et puis, on l'a dit, vous avez abordé des sujets compliqués à l'époque, qui étaient totalement tabous, même dans les années 90. C'est compliqué, la transsexualité, la prostitution, l'homosexualité, tout ça, c'était des sujets difficiles. Et alors, est-ce que finalement, le fait de mettre un humain au centre, ça vous a permis d'aborder ces sujets de manière un peu plus détendue, on va voir, ou est-ce que ça a été justement reçu de manière plus détendue, puisque c'est à travers quelqu'un à chaque fois? Je crois que les deux, j'ai envie de vous dire. Non, ce qui était... ma démarche, c'était effectivement d'avoir l'itinéraire de quelqu'un et de poser le problème de société à travers l'intime. C'est ça. Parce que l'intime pour l'intime n'a aucun intérêt. Mais du coup, ça touche beaucoup plus les gens. Moi, ce qui m'intéresse à travers cette intimité, c'est de poser justement comment on se débrouille de sa vie, comment on peut créer, comment on peut être empêché par la société de vivre normalement une sexualité, de s'épanouir dans sa sexualité qui est autre, qui n'est pas forcément dans la norme. C'était tout ça, mais effectivement à travers un individu. Est-ce que vous pensez que vous avez aidé à cette liberté qu'on connaît aujourd'hui, justement, d'un point de vue sexuel en général? Cette installation, je pense que c'est ce que je disais. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le sentiment d'avoir vraiment posé des petits cailloux. Alors vous savez, ce qui est incroyable, c'est que quand vous faites ce genre de sujet, qui est un peu tabou ou polémique, on en parle beaucoup. Moi, je me souviens dans les années 90, même 2000, quand j'abordais certains sujets, vie privée, vie publique, on est en plein dedans aujourd'hui. Ça date d'il y a 20 ans, mais on pourrait prendre plein de sujets. Vous étiez précurseur, on peut le dire. On en parlait maman, beaucoup. D'ailleurs. On en parlait beaucoup, et puis ça retombait, surtout dans les années 80-90.
Et depuis qu'effectivement, il y a les réseaux sociaux, donc c'est devenu une caisse de résonance. Alors, j'ai envie de vous dire, pour le meilleur comme pour le pire. Ah oui, le meilleur, c'est que du coup, ça fait vraiment bouger, vraiment. Voilà, ça continue. Le pire, c'est que ça provoque des excès, quoi. De temps en temps, voilà, ça va dans l'excès, ou ça tourne en rond, ou ça devient... Et tout d'un coup, il faut trop définir les gens, ce qu'on ne faisait pas avant, etc. Oui, voilà. La surdéfinition, ça finit par stigmatiser aussi, ça cloisonne. Ça cloisonne. C'est vraiment, il faut faire attention, parce que la société, elle avance toujours en reculant. C'est un mouvement de balancier. Il faut vraiment... Et nous, les femmes, on doit faire attention d'ailleurs à ça. À pas reculer. Oui. Vous savez, il y a des tas de droits qui sont regardés aux États-Unis. En Pologne. Le droit à l'avortement, il est remis en cause régulièrement. Ce n'est pas acquis. En Pologne aussi. Ben oui, voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'est Marina Vladi. Oui. C'est Marina Vladi qui, avec Françoise Fabian, elles étaient toutes les deux, sont des femmes magnifiques, extraordinaires, qui se sont battues justement pour ce droit à l'avortement, et qui me disaient, quand je les ai rencontrées, ce n'est pas un droit acquis. Faites attention, les plus jeunes, il faut être vigilante. Qu'est-ce que vous en pensez de la woke culture, de la cancel culture, de toutes ces cultures qui essaient de réécrire l'histoire finalement dans un angle plus positif? C'est-à-dire, c'est un peu la cancel culture, ça fait oublier l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez, Mireille Dumas? Alors là, je ne suis pas spécialiste. Non, mais renommer le roman d'Agatha Christie, par exemple. Oui, non, mais alors, pour moi, c'est une... Enfin, alors, c'est presque une aberration. Voilà, c'est très compliqué. Ça n'a pas de sens dans le fond. Non, puis surtout, c'est dangereux, non? Alors, oui, enfin, c'est-à-dire que ce qui est compliqué, c'est c'est de sortir tout de son contexte ou d'une époque, voilà, et de ramener de juger avec les yeux d'aujourd'hui quelque chose qui était il y a 200 ans. Voilà, c'est très compliqué. Mais c'est impossible, surtout. Oui, bien sûr. On peut pas juger l'histoire. Mais non, ce sont d'autres codes. Voilà, quelque chose d'un peu de très très j'allais dire c'est totalement fabriqué, factice, et je pense que ça peut nous emmener très très loin. Oui, c'est sûr. Alors, il y a un autre truc qui m'intéresse chez vous, c'est que vous choisissez toujours des histoires d'humanité, de gens incarnés ou combattants. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une des raisons de votre succès, finalement? Parce que vous touchez au cœur des gens, en fait. Vous leur parlez directement, vu qu'on se reconnaît toujours forcément un petit peu dans un des portraits que vous faites. Oui, je crois que effectivement, c'est ce que j'aime bien. Je parlais de la résilience tout à l'heure, mais dans le fond, ce sont les personnes plutôt qui essaient de s'en sortir, qui partent au combat, qui relèvent les manches, qui ne se sentent pas. Mais il faut aider aussi les plus. Enfin, moi, je suis allée au-devant de ceux qui étaient un peu plus faibles aussi. Oui, des démunis, on peut le dire. Voilà, mais faibles. Faible chacun dans un sens, oui, mais avec un courage non incroyable pour dire. Moi, voilà, c'est ce qui me semble important, c'est de pouvoir aussi, amener à se dépasser, à dire les choses. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que dans le fond, même qu'on soit dans la grande difficulté ou qu'on soit sur le devant de la scène, de toute façon, il faut se bagarrer la vie. C'est-à-dire que vous prenez un politique, vous en avez interviewé des politiques, des artistes, ils sont confrontés, vous le savez, Caroline, tout à coup, on chute. Oui, on n'est plus aimé, ça arrive, voilà. Et puis il faut reconquérir, il faut repartir, etc. Et dans la vie de quelqu'un qui n'est pas forcément sur le devant de la scène, c'est exactement la même chose. Et ce qui est important, c'est quand même de transformer les expériences, d'avancer. Oui, bien sûr, d'en faire une richesse aussi. D'avancer, parce que à partir du moment où on n'avance plus, je pense que c'est ça la vraie vieillesse. En fait. C'est quand Bon, finalement, on n'est jamais vieux. Votre maman qui est morte à 100 ans, elle n'était pas vieille, elle continuait d'avancer, en fait. C'est ça. Je vais faire un mauvais jeu de mots. Elle ne pouvait plus marcher. Elle ne pouvait plus marcher, donc elle n'avançait plus. Parlons vrai sur Sud Radio. Non, mais on va sourire un peu. Mais je peux vous dire que dans sa tête, elle avançait bien. Ouais. Jusqu'au bout. Ouais. Elle était encore, elle revendiquait des choses et elle était bien présente. Oui. Heureusement, j'ai eu cette chance-là et elle a eu cette chance-là. Quand on est combattant, finalement, on peut combattre toute sa vie. On a toujours la pêche, quoi. Excusez-moi le terme, mais c'est un peu ça, en fait. Ça permet de continuer à vivre de la bonne manière, en fait, ou de sa propre manière. Le seul moyen je pense, d'être un peu sereine,
on va dire au féminin, c'est d'être dans le temps présent. Voilà, oui, voilà, il faut. De toute façon, c'est valable pour tout le monde. C'est bien d'avoir un œil sur le passé. Moi, le passé, c'est un phare pour le présent, c'est ça? Mais oui, c'est juste pour. Voilà, le futur, il n'existe pas vraiment, en fait. Non, n'existe pas. Donc, faut pas se projeter pas du vraiment, tout, quoi. pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous vous projetez, si on veut être heureux, il faut vraiment être dans le temps. On parle de la sphère privée, mais quand vous avez des projets, quand vous faites une carrière, vous êtes obligé un petit peu de vous projeter quand même. Oui, mais pas sur le long terme. Je n'ai jamais fait ça. Dans les 2-3 ans qui viennent, quoi. Oh non, même pas. Non. En télévision, de toute façon, vous le savez très bien que c'est d'une saison à l'autre. C'est d'une saison à l'autre. Ça peut s'arrêter à tout moment. Alors, je peux vous dire que la prévision, elle est très, très à court terme. Et puis, quand vous faites un documentaire, vous êtes là sur quelques mois. Vraiment, non. Et c'est votre secret, en fait. Hein, moi, je ne me suis jamais dit à aucun moment, je fais carrière, je ferai ça dans tant d'années, etc. Jamais. Eh ben, j'espère que vous écoutez tous Mireille Dumas ce soir. Il faut vivre dans le moment présent sur Sud Radio. Merci. C'est excellent, en compagnie de la star indétrônée de notre petits écrans, Mireille Dumas. Et on revient dans un instant avec l'infirmière devenue comédienne, Caroline Estremo. Je vous rappelle juste le livre de Mireille Dumas qui vient de sortir, Rencontres inoubliables, vie privée, vie publique, au Cherche Midi. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent jusqu'à presque 20h et c'est votre émission, celle qui raconte ceux qui font tous les jours le pari de l'excellence. Nous sommes ce soir en compagnie de l'excellente, au risque de me répéter, Mireille Dumas, et on retrouve l'infirmière des urgences qui est devenue comédienne et comique presque par hasard, Caroline Estremo, et qui vient nous parler de son nouveau spectacle à l'Européen à Paris et qui s'appelle Infirmière sa mère. Bonjour Caroline Estremo. Pourquoi infirmière sa mère ? Eh bien, on va encore parler des mamans. Mais oui, nous y venons. Tout simplement parce que ma mère était infirmière et que je voulais lui rendre hommage parce qu'il y a quelques années, j'étais adolescente rebelle et je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas infirmière comme moi ? Et j'ai répondu, certainement pas. Je ne ferai jamais comme ma mère. Si c'est pour voir des fesses toute la journée et faire des piqûres, non merci. Ne jamais dire jamais. Parce qu'aujourd'hui, je suis devenue infirmière. D'accord. Voilà, donc c'est un hommage. C'était un hommage. Et puis, elle a aussi un rôle quand même important dans mon spectacle où je l'imite avec grand plaisir. Et pour sa plus grande joie. En train de me dire, t'es sûre que tu veux faire infirmière ? Parce que quand même, c'est pas vraiment... c'est pas génial comme métier. Voilà, donc c'était. Et elle le dit elle-même maintenant que c'est pas génial comme métier ? Non, elle a adoré. Elle a adoré. Là, elle est à la retraite maintenant, mais ça lui manque parfois. Ouais. Et elle était urgentiste comme vous ? Non. Elle a fait plusieurs services. Elle a fait de la réanimation en cardiologie, de l'ophtalmo, plein d'autres trucs. Et non, ça lui a toujours plu parce qu'il y avait ce rapport à l'humain. Donc forcément, quand je lui ai dit je veux arrêter la fac de droit pour faire infirmière et m'occuper des gens, elle avait zéro argument. Elle a juste tenté un... T'es sûre ? Le salaire, il sera un peu plus bas. Le salaire, c'est pas ça. La voiture de tes rêves non plus. T'es sûre de toi ? Le dos, bon. Mais elle n'avait pas d'argument pour m'empêcher de le faire. Parce qu'elle a aimé son métier. Elle a adoré son métier. Alors, Caroline Estremo, je vais vous citer quand même. Accrochez-vous donc par rapport à ce spectacle. Je vous raconte Infirmière sa mère ou l'histoire d'une monumentale claque in my face. Prêt, oui, parce que moi, je ne l'étais pas. À quoi vous n'étiez pas prête, Caroline Estremo ? On a envie de savoir. J'étais pas prête à la réalité des choses. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu faire ce métier parce que très naïvement, je voulais m'occuper des gens, prendre soin d'eux, en me disant, j'aurai tout ce qu'il faut à mon service pour m'occuper des autres. Sauf que vous êtes arrivée dans le service public. Exactement. Et en plus de ça, c'était édulcoré par toutes les séries américaines où on nous vend... Grey's Anatomy, tout ça. Exactement. Où tout est tout de suite, où ils ont les IRM dans la seconde. Et tout ça, où les médecins sont magnifiques. Oui, ils sont tous très beaux. Exactement. C'est vrai. Et donc, j'arrive là-dedans plein d'espoir. Ça a dû prendre une bonne claque, effectivement. J'ai pris une claque, oui. Mais très vite, en fait, dès les premiers stages, on fait déjà, on croit à certaines infirmières qui font la gueule, clairement, parce qu'elles n'aiment pas leur métier, qu'elles sont aigries. On dit, mais c'est pas possible. C'est compliqué d'être infirmière et de ne pas aimer son métier. Il y en a beaucoup comme ça. Mais au fur et à mesure, on le comprend. Et quand on est étudiante et qu'on arrive là-dedans et qu'on voit des soignants mal parler aux patients, pas toutes, heureusement, mais quand on voit ça, on se dit, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un truc qui ne va pas. Il y a une première alarme qui s'enclenche. Et on se dit, oula, si elles sont plusieurs à faire ça, c'est qu'à un moment ou un autre, ça ne doit pas se passer comme prévu. Et en fait, j'arrive, après je suis diplômée, j'arrive aux urgences, et là je vois vraiment la réalité des choses. Qu'on manque de moyens, qu'on manque de personnel, que le rapport avec les patients, c'est pas toujours tout rose, parce que, encore plus aux urgences, c'est hyper anxiogène, donc les gens, ils sont pas forcément agréables.
nous, on est des soignants, on est là pour s'occuper des autres, mais en même temps, on est humain. Donc, au bout d'une accumulation d'insultes et de non-sommeil aussi, etc. Exactement. Exactement. Il y a un moment où il faut aussi garder sa casquette, alors qu'intérieurement, voilà. Donc, c'était ça la réalité du terme. Et alors, tout ça, vous l'avez transformé pour en faire de l'humour. Oui. Parce que c'était important de mettre du sourire là où il n'y en a pas, en fait, Caroline Escrimeau. Oui, mais je pense que depuis toujours, je fais ça depuis toute petite. Oui. J'aime pas être triste, j'aime pas pleurer, et je suis toujours en train de rire de ce qui m'arrive. Je commençais déjà jeune, il m'arrivait rien de grave quand j'étais petite, mais j'aimais bien en rigoler. Quand je me faisais larguer à l'époque, je trouvais toujours une boutade pour dire allez, parce que je voulais pas tomber dans la mélancolie. Exactement. Donc j'ai toujours utilisé l'humour comme bouclier, comme force. Donc dans ce métier, obligé, parce que sinon c'est sûr que là, on peut pas, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent. Il y a des patients qui ont des parcours de vie mais tellement horribles. Il faut à un moment ou à un autre dédramatiser. Et l'humour, c'était la meilleure arme. Et prendre du recul, quoi. Et prendre du recul, oui, sinon on ne pourrait pas. On imagine. Alors, vous êtes dans l'émission C'est excellent qui crée le lien. Et vous l'avez créé le lien, vous, clairement, en passant du métier d'infirmière à celui d'humoriste. Est-ce que vous continuez à faire les deux ? Alors pour l'instant, je suis en pause, je suis en dispo, parce qu'au début, j'avais une toute petite tournée, donc je pouvais encore me permettre d'être infirmière. Et puis, il y a un moment où ma cadre m'a dit « Je n'ai plus de jour de congé pour vous, Caroline, comment on fait ?» Voilà. Donc je me suis dit, je me lance, parce que c'est quand même un rêve de gosse de monter sur scène. D'accord. Voilà, j'avais ça un peu dans le... C'était caché ? J'avoue tout. J'ai fait quelques années de théâtre, et j'avais un peu ça dans le coin de la tête. Depuis toujours ? Depuis toujours. D'accord. Je rêvais d'aller sur scène et de dire bonsoir. Et au moment où vous êtes devenue infirmière, c'est pas, vous avez préféré choisir cette voie-là plutôt que celle du spectacle. Pourquoi ? Pour avoir de la sécurité aussi ? Oui, mais ça c'est parce que ça a été inculqué par mes parents. Moi, quand j'ai dit un jour, je vais être artiste, on m'a rigolé au nez, on m'a dit non, tu fais un vrai métier d'abord. Voilà. Donc c'est comme ça qu'au début, je passe mon bac, je vais en fac de droit pour faire avocate. Voilà, donc raté. Et finalement, je veux m'occuper des gens, donc je fais infirmière, mais il fallait un vrai métier. Et quand j'en parle avec ma mère, maintenant, elle me dit, là, maintenant, ça me va parce que tu réalises tes rêves. Mais je sais que si jamais tu as un filet de sécurité, tu as quelque chose. Ça, infirmière, on en aura toujours besoin. Je pense qu'en tant que parent, on a tendance à tous dire ça à nos enfants, mais je les remercie aujourd'hui parce que c'est vrai que moi, à l'époque... Parce que c'est ce qui vous a inspiré aussi pour créer votre carrière d'artiste. En plus de ça, peut-être que j'aurais rien eu à dire finalement. Et c'est d'avoir fait ce métier qui me permet d'arriver à ce métier rêvé. C'est drôle de passer d'infirmière à artiste. C'est original. C'est original, oui. Justement, je voulais dire comment vous êtes arrivée un petit peu. Vous êtes donc infirmière aux urgences de Toulouse depuis 8 ans. Puis vous avez ému Internet en 2016 avec une vidéo que vous avez postée qui parlait de vos conditions de travail, mais toujours avec humour, qui a dépassé plus de je sais pas combien de millions de vues, mais c'est assez énorme. Et c'était une vidéo en plus presque révélatrice de la crise qu'on allait se prendre derrière. Oui, quoi. En plus. C'est quand même fou. J'avais tout prévu. Non, mais c'est étonnant. C'est-à-dire que vous avez marqué quelque chose qu'aujourd'hui on voit, parce que ça nous saute aux yeux, parce que forcément on est en pleine crise Covid, et que la situation des hôpitaux, ça devient quelque chose de totalement problématique. Ça l'était déjà avant, mais je crois que ça a toujours été le cas. Oui. Quand j'en parle encore avec ma mère, elle me dit, mais déjà à notre époque, c'était déjà comme ça. Ah oui, il y a 30 sûr. Ans. Alors c'était peut-être moins important, mais il y a toujours eu des problèmes. Les hôpitaux ont toujours manqué de moyens. Donc je n'ai fait que dire ce qui se passait vraiment. Mais maintenant c'est... Pourquoi ça a buzzé comme ça, vous pensez ? Je pense que... Alors, c'est mon hypothèse. Oui, allez-y. Je ne sais pas si c'est la bonne. Je pense que ça a marché parce que c'était la première fois qu'une infirmière parlait de son quotidien, mais avec humour. Pas à travers des grèves, des revendications. Et je pense que du coup, ça a été mieux entendu. Parce qu'on est habitué à ce que les infirmières soient dans les rues. Oui, bon, elles sont encore en train de râler. Et du coup, à force, on n'écoute pas forcément ce qu'on dit. Et je pense que le fait de l'avoir fait avec l'humour, c'est mieux passé, ça a été entendu. Et puis aussi, ça a fait du bien aux soignants, parce que là, je me base sur ce que les soignants m'ont dit. Hein. J'ai pas cette prétention. Oui, parce que votre premier livre, il est utilisé en école d'infirmière. Hein. Oui. Ouais. Et oui. Infirmière. Donc c'est hashtag infirmière avec un S. Infirmière, ouais. Ils s'en servent à l'école. Oui. Je reçois des messages, on me dit, je t'étudie en cours. Parce que ça leur permet de prendre du... C'est génial. Mais c'est super sympa. Oui. Parce que ça leur permet justement de travailler sur ce recul incontournable à prendre quand on fait ce métier, en fait. Oui. Il y a tout un chapitre, même tout le long du livre, je tiens vraiment à dire qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il faut la déguster, quoi. Faut y aller à fond
J'en profite pour dire qu'il y a une certaine logique dans le fait, parce que vous étiez infirmière, donc vous soignez, et d'aller sur scène et de faire rire, oui, bon, on le sait, on le dit, mais il faut le répéter, ça fait tellement de bien, ça soigne tellement la tristesse. C'est Guy Bedos disait, je venge, avec l'humour, je venge les gens qui vous le dites par rapport au génocide arménien aussi. Oui, aussi. Il a créé le rire pour répondre à la douleur. Exactement. Donc c'est ce que vous faites. Mais ce que j'aime me dire, c'est que je continue de soigner d'une certaine façon. Donc c'est cool. Ouais, c'est bien. Oui. Vous êtes allé chercher chez les personnalités dans leur intimité. Est-ce que vous ne pensez pas que l'humour, ça crée une forme d'intimité, Mireille Dumas, justement, qui permet aux gens de s'identifier et de... Ah oui, c'est pour ça que ça marche aussi, Caroline Estremo. Bien sûr, mais parce qu'elle dit justement des choses vraies qu'on ne peut pas forcément... on n'a pas forcément envie de tomber dans le pathos non plus. Et tout est dit et on peut en rire. Ça soulage. En fait, ça fait... C'est un exorcisme collectif formidable. Rien n'a changé dans les hôpitaux depuis 2016, Caroline Estremo ? Oh, si. Il y a une prise de conscience quand même. Il y a une prise de conscience. Après, est-ce qu'il va y avoir un passage de seconde ? Ça, je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas vraiment. Je pense que c'est ce que je vous disais, c'est que tout le monde le sait, que ça va mal dans les hôpitaux. Est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer ? Est-ce qu'il y a une action concrète Et ça, nous, en tant que soignants, on n'a pas le pouvoir de vous le dire. Nous, on peut vous dire ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Après, le problème, c'est que c'est ceux qui sont au-dessus qui vont choisir, ceux qui ont le pouvoir. Ça s'est quand même accentué, non, les problèmes, parce qu'il y a eu beaucoup de... Ce que vous dites, c'était comme ça. C'est vrai qu'il y a toujours eu des problèmes. Bien sûr. Mais quand même, depuis... le Covid a montré... Voilà, c'est ça. Il y a eu des fermetures quand même de lits, les infirmières, le personnel soignant qui craquent de plus en plus parce que ça a été dur. Donc ça totalement. Même encore maintenant, moi j'ai des collègues qui... on est amis, donc ils me racontent ce qui se passe à l'hôpital à Toulouse. C'est que les gens, au fur et à mesure, ils se mettent en arrêt parce qu'ils sont épuisés et que du coup, ils se mettent à assurer 3 postes en même temps sur leurs 12 heures de travail. Aux urgences, c'est inimaginable. Ça rend fou, quoi. C'est mettre en danger les patients, mettre en danger les soignants. C'est fou. Donc ça, de se dire que ça existe en 2021, alors que ça fait un moment qu'on leur dit, les gars, ça pue. Cela dit, aucun pays ne semble du tout, j'allais dire, préparé à avoir une épidémie, puisqu'on voit dans tous les pays, le problème, c'est le manque de lits quand même. Mais comment ça se fait ? C'est incroyable cette histoire. Il y a une mauvaise communication. Je pense qu'ils n'ont pas eu le mot et du coup, je ne sais pas. Mireille Dumas, quand vous écoutez Caroline Estremo, c'est typiquement le genre d'histoire d'humanité que vous auriez envie de raconter finalement. Ah oui, tout à fait. Oh, oui, j'aurais pu l'avoir en face de moi, qu'elle me raconte un peu tout ce parcours, bien Mais on peut encore le faire, Mireille. Oui, je parle dans d'autres émissions, oui, on peut le faire. Et vous, Caroline Estremo, vous l'avez dit en 2 mots, puis on va revenir tout à l'heure quand même, mais en fait, la comédie, c'est un rêve d'enfance. Oui. Depuis toute petite. Je pense que, ma mère me disait toujours, il me tarde de rentrer du boulot pour que tu me fasses rire. Donc ça, moi, quand elle m'a dit ça, c'est un pouvoir magique, c'est génial. Et j'ai toujours aimé ça. Et une journée où je ne fais pas rire, où je ne rigole pas, c'est une journée, mais foutue. J'arrive à la fin, chez moi, je suis là, ça me saoule, qu'est-ce qui s'est... Ah, mais c'est parce que je me suis pas marrée. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment... Donc en fait, vous déconstruisez totalement le mythe du clown triste, en fait. Parce qu'on dit souvent que les comiques, ils sont tristes à la maison. Et que... on a forcément des moments, comme tout le monde, on est des humains, voilà. Mais bon, moi, j'aime pas être triste, ça m'agace. Et qu'est-ce que vous préférez, le spectacle ou l'écriture ? Ou les deux ? Caroline Estremo. Un peu des deux, quand même. L'écriture, j'aime beaucoup. Moi, j'ai fait un bac littéraire. J'aime bien le dire, j'aime bien le caler. et j'ai toujours écrit des choses. Alors, je retrouvais des vieux cahiers où, je sais pas, je dois avoir 13 ans, j'essaie de marquer des poèmes. Bon, ils sont nuls, mais clairement. Je suis pas très fière, mais j'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours tenu un journal intime. J'adore ça, exorciser tout ce que j'ai dans la tête. Et la scène, en fait... c'est la continuation logique, en fait. Oui, voilà. Et puis, je suis quelqu'un de très spontané. C'est-à-dire que là, je suis avec vous, comme je suis avec ma famille. Il n'y a pas un moment où j'ai une casquette sérieuse. Je ne sais pas le faire. J'ai essayé, ça ne marche pas. Mais je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, Mireille Dumas, mais moi, je trouve que les gens qui me touchent dans les personnalités que je reçois en général sont des gens qui sont sincères et qui sont dans les médias et en train de parler au public comme ils sont chez eux, finalement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et de toute façon, le public le sait, s'en rend compte. Il le trichez. Bien sûr, que ce soit à la télévision, sur scène, c'est bien de se ressembler. Je trouve que la plus belle chose qu'on puisse se dire le temps passant, c'est quand on se regarde dans un miroir, c'est dit bon, finalement, je
parle pas des traits, hein, ouais. Mais bien sûr, on se ressemble. J'arrive à vous faire rire, ça va. Mais je me ressemble. Bon, on a deux personnes qui se ressemblent clairement autour de cette table ce soir. Merci à toutes les deux. Merci à vous d'écouter Sud Radio. Nous sommes en compagnie ce soir de la journaliste, productrice et réalisatrice de Talent Mireille Dumas et de l'infirmière humoriste Caroline Estremo. On revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent et c'est parti pour encore un quart d'heure d'échange autour de cette excellence française polyforme qu'il est si important de défendre. C'est l'iconique Mireille Dumas ce soir qui est en studio pour vous, accompagnée de l'infirmière urgentiste et humoriste. Et pas que d'ailleurs, je pense qu'elle fait d'autres choses. D'ailleurs, elle écrit, Caroline Estremo. Et d'ailleurs, à part jouer la comédie, on le disait, votre premier livre, Infirmière, c'est devenu la Bible des étudiants infirmiers. Pareil, oui, j'aime bien. J'aime bien cette idée. Et vous avez continué ensuite à écrire et chaque livre que vous avez sorti finalement est une réussite. C'est un succès. Je sais pas si c'est un succès. Ça se vend bien, quoi. Oui, mais non, je suis contente, oui. Le deuxième, j'aime bien dire que c'est un petit bouquin de toilettes, il est tout petit, et c'est plein de devinettes et de blagues sur les infirmières. Et le troisième, c'est Salle de pause, et en fait, ça raconte comment je suis passée de l'hôpital à la scène. Et cette fois-ci, je raconte vraiment l'envers du décor de la scène. Voilà, comment on arrive, tout ce que j'ai dû rencontrer, je n'en suis qu'au début, je l'espère, mais tout ce que j'ai dû rencontrer comme aléa, aussi la réaction de mes collègues face à cette reconversion. Donc voilà. Comment ils l'ont pris, vos collègues infirmiers, que vous deveniez alors ça dépend. Star, alors ça dépend. Une, quand même. Non. Bon, en devenir. Voilà, on va dire ça. Les amis proches, forcément, m'ont soutenu. Et après, je pense qu'il y a certains collègues qui ont un petit peu pesté dans mon dos. Oui. À la fin, ça devenait un peu compliqué. C'est aussi pour ça que vous avez arrêté au bout d'un moment. Oui, il y a eu un peu de ça. Enfin, en tout cas, c'était difficile de rester parce qu'il y avait une ambiance assez pesante. J'aime bien dire que c'est un monde de femmes et que les femmes entre elles sont un peu... Et c'est vrai que là, pour le coup... Non mais si, c'est vrai, les filles... Pas ce soir, non, excusez-moi. Ce soir, il y a une bonne ambiance, mais c'est d'une façon générale, ça devenait lourd. On sentait qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de critiques dans le dos. Et donc, à force, ça Juste une petite question, il n'y a pas d'hommes ? Si. Ah bon ? Il y a il y en a quelques-uns. Dans les aides-soignants, dans les infirmiers, il y a des infirmiers, il y a un peu d'hommes. Il y en a plus dans les médecins, on imagine, c'est ça ? Oui. Mais c'est bien qu'il y en ait, parce qu'ils sont là pour poser un peu. Parce que justement, au bout d'un moment, c'est bien d'avoir des garçons pour poser les choses. Et c'est des rois. Après, c'est sûr, c'est le roi du pétrole. Ça, c'est un peu comme dans Grey's Anatomy, en fait. Oui, là, pour le coup, oui. Oui, là, c'est vrai. Et comment vous avez été reçu alors dans le milieu artistique derrière ? Est-ce que justement, on vous a reproché de ne pas être issu du sérail ou pas du tout ? Ça, je sais pas vraiment. En tout cas, j'ai découvert un monde... Je parle avec les professionnels, évidemment. Oui, bien sûr. J'ai découvert un monde qui n'était pas si simple que ça. Moi, je pensais vraiment, encore une fois, je suis spontanée, j'aime tout le monde, là, j'arrive un peu comme ça. Et en fait, c'est quand même un métier difficile parce que chacun fait sa place, chacun veut garder sa place, et il y a beaucoup de rivalité, en fait. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Donc, c'est vrai que ça m'a un petit peu... au début, j'ai pris une claque in my face, encore une fois. Mais bon, on apprend. Donc, comment ça a été reçu, je pense, un peu sceptique au début, en disant, oui, elle débarque de nulle part, elle veut raconter ces trucs d'infirmière. Maintenant, ça roule. Et maintenant, en tout cas, quand on vient me voir, les résultats, Mireille, je dis qu'il faut venir me voir. Voilà, clairement. Si vous êtes sceptique, j'ai très envie. On va le faire ensemble. Ah mais oui, tout à fait. Et alors, vous êtes montée sur scène pour la première fois en 2017, c'est ça, Caroline Estremo, avec votre spectacle qui dit « Pique là où ça fait rire ». Ah oui, alors... Alors, j'adore ce titre, je tiens à le dire. Non. Soyons honnêtes. Oui. Non, en fait, c'est pas moi qui ai choisi le titre, je me cache un peu derrière ça. Mais pourquoi ? Il est très drôle, ce titre. Non, il est infâme. Caroline Estremo pique là où ça fait rire. Non, franchement, c'était pas vendeur du tout. Non. Mais bon, ça marche bien sur moi. Bon, très bien. Moi, je commençais, c'était la directrice du théâtre en Bordeaux qui m'a laissé ma chance et qui m'a dit, écris un spectacle et viens jouer chez moi. Donc, je l'en remercie infiniment. Et c'est elle qui m'a dit, tiens, pourquoi pas ce titre ? Bon, je sais pas osé dire non. Voilà. Mais c'est ça, je le trouve trop scolaire par rapport à ce que je suis. Enfin, moi, j'aime bien infirmière sa mère. Voilà, tout est dit. Ouais, mais ça, vous êtes un peu plus installé, vous avez le droit maintenant. Vous aviez peut-être moins le droit il y a quelques années. Je peux, ouais. Vous écrivez vos spectacles toute seule ? Oui. Complètement, de A à Z. Oui. Celui-là, Pique, ça fait rire, infirmière sa mère, il a évolué, bien sûr, parce qu'il y a plein de choses dont j'ai dû me séparer. Déjà, au début, le spectacle, quand je l'ai écrit, il durait 2 heures. Je me suis dit, bon, je vais tuer les gens, c'est pas la peine.
Donc forcément, il a fallu enlever. C'est sûr que si on se marre pendant 2 heures... Non, mais bon, il fallait se marrer pendant 2 heures. Et là, j'étais pas vraiment sûre de moi quand même. Non, il y a des blagues qui marchaient pas et avec grande tristesse, je les retirais. Et puis là, maintenant, j'ai une manageuse, Clémence Chardon, avec moi, qui, à chaque fin de spectacle, on y reste 2 heures après et on et dit vous faites comment, ça marchait, les blagues, vous les testez sur les gens avant pour être sûr qu'elles fonctionnent? Alors... ouais, si, quand même. Ouais. Si, mais ça, je l'ai toujours fait. Sur votre cercle proche ou comme ça Comme ça. Ouais. Ça, je l'ai toujours fait parce que quand j'étais jeune, dans la rue. Ouais. Dans la rue, elle voit quelqu'un et elle teste. Tiens-toi, de façon très sauvage. Non, mais j'avais des idées de blagues, donc je me disais, tiens, tu les balances comme ça et quand on voit comment ça réagit, et je le mettais dans le tiroir ça pourrait marcher. Voilà, donc je fais comme ça. Vous transmettez du bonheur, vous en êtes consciente, Caroline Estremo? Je ne sais pas, mais j'aime bien. Ouais. J'aime bien ce que vous dites. Mais non, mais c'est vrai, c'est votre métier. Oui, oui. Bah oui. Et Mireille Dumas, on est d'accord que vous transmettez aussi, bien évidemment, plein d'autres choses. Est-ce que transmettre et donner, même si c'est juste une petite goutte d'eau, c'est pour faire avancer l'humanité, chez vous, par exemple? L'humanité, ou en tout cas un certain segment, ça fait un peu large, peur, ça fait pompeux. Oui, voilà, ça fait un peu pompeux, mais un tout petit peu, oui. Ouais, comme vous l'avez dit en répétition au départ, tout doucement, et puis ça devient un océan au fur et à mesure. Bien sûr, changer le regard, apporter un peu je trouve qu'il faut apporter sa contribution à ce monde, ou alors il faut être ermite. Ouais. Non, mais franchement, il faut un petit peu, chacun à sa manière, bien justement. Ouais. Et vous aussi, vous avez conscience que finalement, vous changez le regard des gens sur votre métier d'infirmière et vous changez aussi le regard des gens sur le métier d'humoriste, parce que finalement, on se rend compte que même en tant qu'infirmière, on peut devenir humoriste grâce à vous. Est-ce que vous avez envie d'inspirer, par exemple, des jeunes? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? Oui, alors non, j'ai jamais pensé. Du coup, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Voilà. Non, mais c'est une évidence que tout d'un coup, ça ouvre des possibilités à des gens qui n'y auraient peut-être jamais pensé. En tout cas, je sais que je le faisais déjà avec les étudiants infirmiers, puisque je sais pour l'avoir vécu que c'est un moment difficile, parce qu'il y a certains stages où c'est très compliqué. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même la maltraitance chez les étudiants infirmiers existe. Et moi, je l'ai vécu. Donc, j'aime dire... Mais quelle maltraitance? Je me faisais pas taper. Mais, bisuter, quoi. C'est même pas bisuter, c'est que c'est... maltraité. Ça commence avec devant toi. Encore une stagiaire, je veux pas la voir, je veux pas me la taper. Devant toi. Ça, c'est d'une violence. T'as 20 ans, t'es tremblante dans un coin, tu te dis bonjour, je suis l'étudiante. Ah non, voilà. C'est rien que ça. Après, j'ai entendu des anecdotes d'autres étudiants qui disaient toi, par contre, tu ne t'assois pas, tu restes debout. Ou toi, tu ne manges pas avec nous, tu mangeras dans le couloir, dans le local à poubelle. Alors vraiment. Et c'est des gens qui soignent, qui disent ça. Mais est-ce que finalement, le fait de soigner des gens toute la journée, ça peut pas rendre très dur, en fait? Oui, peut-être. Par rapport à ce qu'on voit, je sais pas. Mais je pense que c'est comme n'importe quel métier. Si je suppose, on n'est pas bien dans sa vie privée, on n'est pas bien dans sa peau, à force, on peut devenir ce qu'on appelle aigri. Voilà. Ouais, ou si on dort pas pendant 48 heures aux urgences. Bien sûr. Mais je peux pas que le rattacher au métier d'infirmière. Je pense que n'importe quel métier a son lot de difficultés et qu'après, on peut avoir des gens très sympas partout et des gens moins sympas partout. Je considère que mon métier est beaucoup plus facile que celui d'infirmière. Je vous le dis, il y a des difficultés dans tous les métiers, mais il faut pas tout comparer quand même. Je suis d'accord avec vous. Vous salissez un peu moins les mains, c'est vrai. Non, mais c'est compliqué le métier d'infirmière. Terrible. C'est sportif. Il y a une rage de vaincre et de vivre chez vous qui est étonnante, Mireille Dumas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un trait commun d'ailleurs pour vous, à la majorité des personnalités aussi que vous avez interviewées, et de tous les bords finalement. C'est comme ça qu'ils se présentent dans la vie, c'est comme ça qu'on y arrive dans la vie, qu'on devient excellent. Qu'est-ce que vous en pensez, Mireille Dumas? C'est-à-dire en combattant. En combattant. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais tout à fait. En avançant, en combattant et en restant quand même. Il faut une certaine humilité parce que le combat, on peut aussi à un moment donné. Oui, ça peut faire mousser l'ego. Oui. Et puisqu'on en est au combat finalement, il y a quand même une chose propre à la France, parce qu'on parle beaucoup des difficultés dans l'hôpital, etc. Mais on est quand même dans un pays en République où on a la santé gratuite, on a l'école gratuite, etc. Je vais vous poser la question à vous en premier, Caroline Estremo. Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a une exception française? Par rapport à par rapport au monde. Oui, si, quand même. Ne serait-ce que dans la santé, avec la sécurité sociale, etc. Ça, c'est sûr que quand on compare aux États-Unis où il faut avancer les soins, il faut payer le chèque en arrivant. Bien sûr, mais peut-être que, c'est une chance qu'on a, mais avec la société actuelle, en tout cas, je me base sur les urgences. C'est peut-être aussi un souci puisque du coup, les patients se pensent
se croient tout permis et viennent bloquer les urgences avec pour rien. Pour rien. Et si effectivement il y avait ne serait-ce qu'1 euro symbolique à payer, je suis quasiment sûre qu'on viderait la salle d'attente en 2, quoi. D'accord. C'est sûr. Oui. Donc on envoie un message aux auditeurs qui nous écoutent, n'allez pas aux urgences pour un rhume. Non, enfin c'est compliqué parce qu'en plus je veux pas empêcher les gens d'aller aux urgences. Mais commence par le médecin généraliste potentiellement. Bien sûr. Et le problème c'est que maintenant les médecins généralistes ils ont énormément de délais, donc je comprends qu'on est inquiet et que du coup on se dit bon, je vais le voir dans une semaine. Je vais aux urgences. Ça, j'ai aucun souci pour ça. Nous, on est là pour les rassurer, pour leur dire, bon, a priori, c'est rien de grave, vous pouvez patienter, etc. Là où ça devient problématique, c'est quand on a un patient qui arrive avec une exigence, qui est méchant, et qui dit, je paye mes impôts pour ça, donc vous allez me chercher le médecin, vous me faites l'ordonnance, et c'est comme ça. J'ai entendu des choses, mais tellement... je peux pas... C'est aberrant qu'on croit... C'est des incivilités, quoi. Exactement. On croit moins à la race humaine. Et ça, c'est ce qui fait me dire que peut-être qu'en France, on est privilégié, c'est une chance. Peut-être un peu trop. Peut-être. Non, je parle comme une. Non, mais vous avez le droit. Non, parlons vrai sur Sud Radio. On parle en vrai. Peut-être. On rappelle quelque chose. Ça, bon. Alors justement, Mireille Dumas, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a une exception française quand même, qu'elle soit d'ailleurs de santé ou culturelle. Oui. Et même l'école. Ouais. J'ai envie d'en parler. L'école gratuite. C'est très important. On a de la chance de vivre en France. Bien sûr qu'il y a des problèmes, mais on a vraiment beaucoup de chance. C'est un pays d'exception. Oui. Et puis on arrive à la dernière question de cette émission. Je vais commencer avec vous, Mireille Dumas. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez ? Oh J'étais sûre qu'elle allait vous plaire, celle-là. Elle est jolie, celle-ci. L'adulte à l'enfant, je ne sais pas, crois à tes rêves, suis ton chemin, avance sans te retourner, dans le fond. Juste pour voir si tu es bien sur la bonne route. Sur la bonne route. Qu'est-ce que je dis ? Voilà, et essaie de te ressembler. Et d'être heureux quand même. C'est en tout cas d'avoir des moments de bonheur. Je sais pas si on peut vraiment être heureux dans la vie et surtout dans non, tout le ce bonheur vit. tout le temps, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais d'avoir de prendre ces éclats de joie et avec les autres aussi, bien évidemment. Ouais. Voilà, d'aller et puis d'aller surtout d'aller vers les autres. Avec ouverture et générosité, et surtout pas dans la fermeture. Qu'est-ce que vous en dites, Caroline Estremo ? Qu'est-ce que vous diriez, vous, à la petite fille que vous étiez ? Bonne question. J'essaie de réfléchir pendant que vous répondiez. Du coup, j'ai pas de... Non, de lui dire de rien lâcher et que tout ce qu'elle a imaginé dans ses rêves les plus fous, progressivement, sont en train de se réaliser. Donc, vous voyez vraiment comédienne quand vous aviez 5 ans ? C'est ça que vous vouliez ? Oui, et oui, je me voyais ça, et je voyais même monter les marches de Cannes. Et ce que vous avez fait ? Ce que j'ai fait. On peut le dire. Ça, je pense que c'était le rêve le plus improbable qu'il y avait dans ma tête. En 2 secondes, j'ai eu la chance de tourner dans le film de Catherine Corsini, La Fracture. Oui. Et en fait, elle nous a fait le super cadeau de nous amener à Cannes. Donc du coup, j'ai pu monter les marches de Cannes et c'était fou parce que je l'ai eu dessiné quand j'étais gamine. Je m'étais dessinée sur le tapis rouge en train de faire coucou. Et mes parents m'ont amené, c'était pas pendant le festival, mais ils m'ont amené à Cannes. Donc j'ai une vieille photo où je suis ado boutonneuse en train de dire un jour. Et là, vous avez la vraie photo sur le tapis rouge. Et j'ai la vraie photo. Comme quoi, il faut croire en ses rêves. Il y a un truc. Il faut inscrire, quoi. Voilà, il faut pas lâcher, il faut aller jusqu'au bout. Ah, puis moi, comme je vous écoute, moi, je pense que je lui dirais quand même, la vie vaut le coup d'être vécue. Tu vas passer par des moments très difficiles, faut la prévenir. très, très douloureux. Et c'est ce que m'avait dit Jean-Louis Trintignant, qui était magnifique. Il disait, même quand on croit, parce qu'il a perdu sa fille dans les conditions qu'on connaît, et Marie, et il disait, la vie vaut le coup d'être vécue. On peut toujours être heureux, malgré tout, on peut continuer d'être heureux. Donc, on va passer par des moments difficiles, mais voilà, ça vaut le coup. Et ça sera le mot de la fin. Et c'était une excellente émission. Merci à toutes les deux, Mireille Dumas et Caroline Estremo. Merci à vous. C'était une très belle émission. Très bonne intervieweuse. Merci. C'est l'excellence. C'est l'excellence. Si maman le dit. Voilà. Je rappelle pour nos auditeurs que le livre de Mireille Dumas, Rencontres inoubliables, est sorti aux éditions de l'Observatoire et présent dans toutes les bonnes librairies. Caroline Estremo, vous serez le 13 décembre, 10 janvier, 28 février prochain au Théâtre de l'Européen à Paris, puis en tournée dans toute la France. Et votre dernier livre, donc Salle de pause, les infirmières ont aussi de l'humour, est en librairie.
Oui, tout à fait. Et on peut vous retrouver aussi le 30 juin à Toulouse, au Casino Barrière. Exactement. Merci les copains, on se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Merci à mon réalisateur Maxime Sénat, à Antoine Mazer au web, aux équipes de Sud Radio et à Méloane Rock. C'est excellent et disponible en podcast et en vidéo sur le site et la chaîne YouTube de Sud Radio. Bisous les copains, c'était excellent.